maintenant, c'est un ami de 30 ans. 30 ans qu'il est fidèle à Champs-Élysées. Voici Iggy Pop. Alors Iggy, vous êtes une légende du rock, une icône du rôle. On vous a vu sur scène, torse nu, jean déchiré, corps musculeux, gavé de décibels. Alors vous sortez un nouvel album, Iggy. Vous savez comment on fait, Geneviève? Un nouvel album d'Iggy Pop qui s'appelle Beat 'Em Up et qui sort le 19 juin. C'est un peu plus hard que le précédent, non? C'est un peu plus hard que Avenue B, non? On va écouter, c'est assez violent, hein? On a l'impression que vous renouez avec l'époque des Stooges. C'est très, très métallique, très industriel, très violent, non? Oui, oui. I have a little band. J'ai une petite bande de garçons qui font toutes les choses que j'avais l'habitude de faire. C'est ça. Qui se battent. La police les arrête, vous savez. Et ils jouent. They play loud. Ils jouent fort, oui. Et ils s'excitent. Enfin. On a l'impression d'entendre les frères Ashton, là, un peu, là. Bien. Alors, vous êtes sur scène, Iggy, le 7 juillet pour Solidays, le 8 juillet aux Eurokéennes de Belfort. Donc, ceux qui vous aiment, et ils sont nombreux, peuvent aller vous voir. Alors, vous êtes une légende du rock. On va raconter votre histoire, qui est absolument extraordinaire. Votre vrai nom, c'est James Osterberg. Vous êtes né en 1947, près de Ann Arbor, dans le Michigan. Votre père était prof de littérature, mais votre père avait été tellement gavé d'infos pendant ses études, pendant ses 7 ans d'études, qu'il ne pouvait plus lire un livre. Il n'y avait pas de livre à la maison. Il avait passé trop de temps à étudier la littérature. C'est tout à fait vrai. Oui. Il ne lisait que des petites choses dans les papiers, dans les journaux, et le laissait tomber. Mais, étant donné qu'il était un enseignant, il y avait beaucoup de conversations, de discussions, de blabla. J'ai appris comment raconter des conneries. Non, mais ce qui était drôle avec votre père, c'est que de temps en temps, il lisait rien, il lisait plus rien parce qu'il en avait marre. Et de temps en temps, il disait, comme disait Shakespeare, c'est-à-dire de temps en temps, ça lui revenait comme ça. Il avait une espèce de réminiscence de ses études. Oui, hein? Oui. Oui, de temps en temps, il récitait quelque chose de très recherché. Oui, absolument. Oui. Et c'était impressionnant quand même. Alors vous avez été influencé par la Beat Generation, par leurs bouquins, par Jack Kerouac, par Burroughs. Alors vous étiez un bon élève, mais à 9 ans, vous avez eu un problème d'asthme. Et on vous a donné, dès l'âge de 9 ans, du phénobarbital. Et c'est peut-être ça qui vous a accoutumé aux drogues, non? Oui, c'était du phénobarbital pour vous calmer, et c'est de l'éphédrine pour vous exciter un peu, pour vous rendre heureux. Quelques athlètes l'utilisent. En fait, je crois que le Tour de France aussi a eu quelques petits problèmes avec des drogues semblables. Vous prenez de la créatine, vous? C'est conseillé, mais sur une petite durée, 15 jours de préparation physique, mais très intense. Un peu quand même. Oui, c'est pas interdit. Non, c'est pas interdit. On peut en prendre, mais sur une courte durée, très courte durée, avant 16 ans. Comme ça, on peut faire une très longue saison. Oui. Oui, j'y connais. Hein. Là, on a un spécialiste, il dit, si vous voulez. Alors, oui, c'est intéressant. Ouais.
Quand vous étiez petit, vous étiez un petit peu exclu parce que vos parents vivaient dans un camp de caravane, ils vivaient dans une caravane, et on vous appelait le gamin des caravanes, et quand les gens parlaient de cet endroit, ils disaient le rebut caravanier. Il y avait 113 caravanes, exactement. Alors, vos parents étaient très sympas parce qu'ils avaient une chambre, évidemment, une grande chambre dans la caravane. Et puis vous aviez une petite chambre. Et quand vous avez commencé à jouer de la batterie, ils vous ont donné la grande chambre. C'est vachement sympa parce que dans la caravane, déjà, il n'y avait pas beaucoup de place. Ils lui ont donné la grande chambre. Et lui, il est bien un bordel d'enfer avec sa batterie toute la journée en plus. Hein, oui, je faisais ça et effectivement tout tremblait. Oui. Alors, vos parents, ils écoutaient plutôt Sinatra à la radio. Et un jour, votre père vous a dit, tu sais, les gens du spectacle sont les nouveaux aristocrates de ce pays. Et ça a beaucoup marqué le jeune James à l'époque, ça ne s'appelait pas encore Iggy, et ça a décidé un petit peu de votre vocation d'une certaine façon. I think that's a fair guess. Oui, je crois que vous avez bien deviné, oui. Tout à fait. On pense toujours qu'on veut impressionner ses parents d'une manière ou d'une autre, même s'il faut les tuer, quoi. Hein? C'est vrai. Alors aujourd'hui, vous êtes, malgré tout, vous fréquentez pas beaucoup ce que votre père a appelé la nouvelle aristocratie de ce pays. Vous dites, quand on vous parle des autres stars du rock, vous dites, je ne copine pas avec les autres rockstars. C'est genre, tu viens à ma promo party, je viendrai à la tienne, allons au resto, on fera une bonne photo pour les journaux. Donc Iggy, vous êtes plutôt, vous excluez vous-même du milieu du rock. You know, it's nice to live like an bien aristocrat de vivre comme un aristocrate sans en être vraiment un. Donc, je prendrai l'argent et je laisserai de côté le dîner. C'est comme ça. Alors vous dites en plus, vous avez un avis très, très négatif sur le show business. Vous dites le showbiz vous oblige à sucer des bites ou à coucher avec des serpents. Donc effectivement, c'est pas vraiment votre cup of tea, on peut dire quoi. That's pretty accurate. C'est assez exact. Mais je pense qu'il faut survivre dans le milieu du showbiz. Et il faut avoir quelque chose de méchant en soi. Hein. Alors vos influences... Faites attention. Alors vos influences musicales, ça a été les Stones, évidemment. Vous écoutiez beaucoup les Rolling Stones. Them, vous aimiez beaucoup Van Morrison. Et quand vous avez entendu le premier album de Velvet Underground, au départ, vous le détestez, vous trouvez ça minable. Et quand vous le réécoutez après avoir pris un acide, vous trouvez ça génial. Absolutely. Oui, tout à fait, oui. Absolutely. Oui, absolument. And it wasn't just the drug. C'était pas seulement la drogue. C'était une possibilité de compréhension humaine où j'étais ouvert grâce à la drogue. Oui, je comprends ça. Ça m'a fait la même chose avec Jimi Hendrix. Alors, votre premier groupe s'appelait les Iguanas, d'où votre nom de Iggy, évidemment, l'iguane. Et votre premier single s'appelait Mona, c'était un hommage aux Doors. Et à l'époque, vous prenez conscience que finalement, pour exister, il faut quitter sa famille, quoi. Il faut être rebelle. Et vous rebellez finalement contre l'American way of life, d'une certaine façon. Didn't even know it was going on. Je ne savais même pas ce qui était en train de se passer. Je suis parti. C'était très bien d'un certain côté. Even Nixon. Même Nixon. La guerre du Vietnam, Nixon, c'était pas pour vous. Je savais que c'était un affreux bonhomme qui était président, c'est tout. Mais après, ça ne m'intéressait pas. Et en 67, vous créez votre deuxième groupe qui s'appelle les Stooges. Alors les Stooges, il faut le savoir, ça veut dire les nuls, avec les frères Ashton. Et là, vous faites effectivement des morceaux qui sont très, très violents, très industriels, très métalliques, très destroy. Ce qui fait que plus tard, en 77, tout le monde s'apercevra, donc 10 ans plus tard, que vous avez été le parrain du punk, comme James Brown a été le parrain de la soul. We didn't know it was violent. Yeah. On ne savait pas ce qui était violent. C'est arrivé comme ça. On était des jeunes adolescents excentriques, c'est tout. Plus tard, beaucoup de musique et de comportement est devenu codifié. Moi, je chantais et tout le monde suivait. Et ça a duré pas mal d'années.
Ouais. C'était bien. On va voir le genre de musique que vous faisiez à l'époque. Geneviève, ça vous plaît? Ça s'appelle I Wanna Be Your Dog, c'est Je veux être ton chien. Ça, c'est Xavier, ça lui plaît beaucoup. Ah, Xavier, il aime c'est un fan de tout ça, oui, oui. Ah, c'est bien. Donc là, vous quittez Iggy Pop, le Middle West, pour aller à New York, et vous rencontrez des gens qui gravitent autour d'Andy Warhol, vous rencontrez évidemment Lou Reed, vous rencontrez John Cale et Nico. Nico, la maman du petit Harry Boulogne, qui devient votre petite amie. C'est vrai que Nico vous a enseigné le sexe? And Beaujolais. Et le Beaujolais aussi. Nouveau. She wanted to know where can I find the Beaujolais. Est-ce que je peux avoir le Beaujolais? On ne sait pas le trouver dans cette ville. Elle dit, bois ça, ça c'est très bon pour toi. Et c'est vrai qu'elle tricotait, Nico, pendant les séances d'enregistrement du Velvet et tout ça? Ouais? No, and during when I made my first album. Quand j'ai fait mon premier album, c'est celui que vous avez entendu, elle était assise là, et elle tricotait. Et John Cale était assis à côté, avec une cape de Dracula, en train de penser, on ne sait pas quoi. C'était très gothique américain. Bonne époque, oui. Et le 13 juin 1970, donc au festival de Cincinnati, qui est retransmis en direct sur NBC. Vous avez 23 ans, vous êtes bourré de LSD, et vous faites un concert qui scotche complètement l'Amérique, et vous dites en parlant de ce concert, j'avais l'impression d'être Jésus-Christ, et de pouvoir marcher sur la foule comme Jésus-Christ marchait sur l'eau. Oh, why not? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, tout dépend de combien de LSD on a pris en même temps, c'est vrai, oui. Alors là, vous vous retrouvez le soir de ce concert, après le concert, la première nuit, dans un Holiday Inn. Et vous dites, c'est la première fois que je peux me payer un Holiday Inn avec de l'argent que j'ai gagné en faisant de la musique. Donc pour vous, c'était quelque chose d'important. Oui. Et vous dites, je pourrais passer le reste de ma vie comme ça, avec de la dope dans un hôtel et un groupe. Et le problème, c'est que ce qui vous est arrivé, c'est-à-dire que c'était une sorte de malédiction, parce que vous avez passé votre vie comme ça. Alors voilà, c'est l'époque de grands albums qui s'appellent Fun House, Raw Power. Quand vous commencez l'enregistrement de Raw Power, Iggy, vous dites, je sais que cet album va me détruire et va foutre ma carrière en l'air. Et vous le faites quand même. Yeah. Oui. This happens to me a lot when I have something very avant. I know, I'm going to get. Je sais que ça va arriver, que ça va me causer des problèmes. You know, in the end, mais en fin de compte, you make an investment. On fait un investissement, on se dit à soi-même, si je pense que c'est vraiment de la qualité, quelqu'un va l'accepter peut-être un jour. Oui. C'est ce qui est arrivé. Et après, vous rencontrez David Bowie. Alors, le rendez-vous avec David Bowie, c'est incroyable parce que vous êtes chez vous, en train de regarder un film à la télé. C'est Mr. Smith au Sénat avec James Stewart. Et un ami vous appelle en vous disant « Viens vite chez Max Kansas City. Il y a Bowie qui t'attend, il va absolument te connaître. » Et vous dites « Attends que le film soit terminé. Et après, j'irai. » Well, the film was, le Jimmy film Stewart was very sincere. Avec James Stewart, il était très sincère et il se battait contre des politiciens corrompus en Amérique. Et j'avais les larmes aux yeux. Impossible d'aller au Max Kansas City, même pour voir David Bowie. Alors, Bowie vous apprend beaucoup de choses. Bowie a eu beaucoup d'importance pour vous. Il vous apprend d'abord à approcher le rock comme un art. Il vous fait découvrir d'autres arts, la peinture, la danse. Il vous apprend à vous protéger de l'industrie du rock. Et puis c'est un mec bosseur, Bowie. Il vous a appris à travailler aussi, non? He probably worked harder than I did at Oui, the time. probablement il travaillait plus que moi à l'époque. He had more employment. Il avait plus de travail. Voilà, et vous en échange quand même, vous lui avez apporté Ziggy, parce que sans Iggy, il n'y aurait pas de Ziggy. Alors, à ce moment-là, vous plongez sérieusement dans la drogue, dans l'alcool, les Stooges se séparent, hein. Et un jour, vous avez touché vraiment le fond un jour, où vous avez acheté de la drogue, de l'héroïne à l'époque, vous allez vous faire un shoot dans les toilettes, et comme vous n'avez pas de petite cuillère pour faire chauffer, vous faites chauffer dans le cendrier, un cendrier qui était sale.
Ça vous a fait une sale réaction, ça? Yeah. Oui. Yeah, it's bad for the skin. C'est mauvais pour la peau. Son idée, en fait, ce qu'il disait, c'est je vais échapper à tout ça. Il se défonçait parce que il dit je voulais plus avoir à entendre ces putains d'Eagles. Oh là là. Tout pour plus entendre les Eagles, ouais. A little stiff. Ouais. Un peu raide, un peu rigide. Ouais. Voilà, là vous vous retrouvez en hôpital psychiatrique, donc, et Bowie décide de vous prendre en main, il revient pour vous sauver. It's a little more casual than that. C'est un peu plus simple que ça, en fait. I checked into the hospital, but there Je suis rentré à l'hôpital parce qu'il n'y avait nulle part ailleurs où aller. J'avais besoin d'une pause. J'ai jamais discuté, donc dites-moi ce que vous pensez. Non. David stopped by one day. David est passé un jour. Je ne sais pas ce qu'il y faisait là, mais he was as loony as I was. Mais il était aussi dingue que moi à l'époque. Hein. And then months Et later, puis, un mois plus tard, a strange and shadowy figure, un personnage étrange international rock world at the highest levels, derrière le monde du rock au niveau le plus élevé, m'a proposé, hey Iggy, tu sais, tu fais rien d'autre. Moi j'ai le numéro de téléphone de Bowie, pourquoi on l'appelle pas, on va pas le voir, hein? Et je suis allé avec ce drôle de bonhomme, et je me suis mis avec lui, on a fait une chanson, il m'a aidé à sortir de là, il m'a tiré de là, de ce merdier dans lequel j'étais entré, à travers le management. C'est l'époque où vous faites The Idiot et Lust for Life, qui sont deux albums magnifiques, d'abord au studio d'Hérouville et ensuite à Berlin. I am a passenger, and I ride through the city backsides. I see the stars come out of night flooding, we're night flooding, we're what's happening. Night flooding, we're night flooding, we're an ice machine. I could escape this feeling with a child. I'm just a wreck, my little child. Well, the day begins, you don't want to live, 'cause you can't believe in the one you're with, 'cause you know her tricks and you know her past. When Et voilà, toutes ces chansons sont extraites de The Idiot et de Lust for Life, deux albums qui ont été faits en collaboration entre David Bowie et Iggy Pop. Et le 23 septembre 1977, premier concert en France de Iggy Pop. Gros succès puisque c'est l'époque du mouvement punk, donc ça s'appuie sur les Clash, ça s'appuie sur les Sex Pistols, sur les